Nous sommes en 1793. Un général français nommé Westermann vient d'achever une opération militaire dans l'ouest du pays. Il s'assoit et rédige une lettre destinée au Comité de salut public à Paris. Voici ce qu'il écrit, mot pour mot. « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. » Cette lettre n'est pas un faux, elle n'est pas inventée par un romancier. Elle est conservée dans les archives nationales françaises. Un général de la République se vante, par écrit, d'avoir écrasé des enfants sous les sabots de ses chevaux, et il précise qu'il a suivi des ordres. La France célèbre sa révolution chaque 14 juillet. Des feux d'artifice, des défilés, des discours sur les droits de l'homme. Dans chaque école du pays, on enseigne 1789 comme l'année où la liberté a triomphé. Mais il y a un chapitre que les manuels scolaires traversent en deux lignes, quand ils ne le sautent pas entièrement. Entre 1793 et 1796, la République française a mené contre sa propre population, dans un territoire grand comme 2 départements, une campagne d'extermination systématique. Le mot n'est pas choisi au hasard. Il a été utilisé par les acteurs eux-mêmes. Voici ce que personne ne veut enseigner. La Vendée est une région de l'ouest de la France. En 1793, ses habitants sont en grande majorité des paysans. Ils ne sont pas nobles, ils ne sont pas riches. Ils cultivent la terre, élèvent du bétail, vivent dans des villages de quelques centaines d'âmes dispersés entre des bocages et des chemins creux. Quand la Révolution éclate en 1789, beaucoup d'entre eux y adhèrent. Ils espèrent la fin des impôts écrasants, la fin des privilèges. Ils ne sont pas contre-révolutionnaires par nature. Ils le deviendront par nécessité. En 1790, la République impose la constitution civile du clergé. Les prêtres doivent prêter serment à l'État. Ceux qui refusent sont déclarés réfractaires, pourchassés, emprisonnés. En Vendée, plus de 80% des prêtres refusent le serment. Pour ces paysans profondément catholiques, c'est une attaque directe contre leur monde. Mais ils encaissent, ils ne se révoltent pas encore. En février 1793, la Convention décrète la levée de 300 000 hommes. Chaque commune doit fournir son quota de soldats. Pour les Vendéens, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On leur a pris leurs prêtres. On veut maintenant leur prendre leurs fils pour aller mourir dans des guerres qu'ils n'ont pas choisies. Le 11 mars 1793, à Machecoul, à Cholet, à Saint-Florent-le-Vieil, les paysans prennent les armes. Ils n'ont pas de canons. Ils ont des fourches, des faux, des bâtons ferrés. Ils choisissent pour chef des hommes du cru, des colporteurs, des gardes-chasse. Un certain Catlino, voiturier de son état, prend la tête d'une colonne à pain en Mauges. Un garde-chasse nommé Stofflet rassemble les hommes de la forêt de Molévrier. Ils ne veulent pas renverser la République. Ils veulent qu'on les laisse en paix. Ce qui se passe ensuite dépasse tout ce que ces paysans pouvaient imaginer. Les premiers mois, l'armée vendéenne remporte des victoires stupéfiantes. En juin 1793, elle prend Saumur, une ville fortifiée, avec des hommes armés de bâtons contre des soldats équipés de fusils. À Paris, la Convention est en état de choc. Comment des paysans illettrés peuvent-ils mettre en déroute les armées de la République? La réponse du pouvoir sera sans nuance. Le 1er août 1793, la Convention vote un décret. Écoutez bien ces termes. Le ministre de la Guerre donnera sur le champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en Vendée. Il sera envoyé par le ministre de la Guerre des matières combustibles de toute nature pour incendier les bois, les taillis et les genêts. Les forêts seront abattues, les repères des rebelles détruits, les récoltes coupées et les bestiaux saisis. Le décret ne distingue pas combattants et civils. Il vise un territoire entier. Hommes, femmes, enfants, bétail, récoltes, forêts, tout doit disparaître. Le 1er octobre 1793, la Convention va plus loin. Elle décrète que la Vendée doit être un cimetière national. Ce ne sont pas des paroles en l'air.
Ce sont des ordres officiels, votés par une assemblée élue, consignés dans le Moniteur universel, le journal officiel de la République. En janvier 1794, un homme arrive à Nantes avec les pleins pouvoirs. Il s'appelle Jean-Baptiste Carrier. Représentant en mission de la Convention, il a carte blanche. Ce qu'il va organiser dans les semaines suivantes restera gravé dans la mémoire de la ville pendant des générations. Carrier invente ce qu'il appelle lui-même les noyades patriotiques. Le principe est simple. On entasse des prisonniers, hommes, femmes, enfants, prêtres, dans des barges à fond plat sur la Loire. On cloue les cales, on ouvre les sabords, on regarde couler. Les premiers jours, on lie les prisonniers deux par deux, un homme et une femme, nus, avant de les jeter à l'eau. Carrier appelle cela des mariages républicains. Entre novembre 1793 et février 1794, selon les estimations les plus conservatrices, entre 4000 et 5000 personnes sont noyées dans la Loire à Nantes. Le fleuve charrie tellement de cadavres que les autorités interdisent la consommation de poissons en aval pendant des mois. Les rapports de l'époque mentionnent des corps échoués jusqu'à l'estuaire, à 50 km de la ville. Mais Carrier n'est qu'un rouage. Le pire est encore à venir. En janvier 1794, le général Louis-Marie Turreau soumet au comité de salut public un plan qu'il appelle lui-même le plan d'extermination. Il propose de diviser la Vendée en zones et d'y envoyer 12 colonnes militaires qui traverseront le territoire d'est en ouest et du nord au sud, détruisant tout sur leur passage. Ces colonnes recevront un surnom qui dit tout, les colonnes infernales. Le 21 janvier 1794, les colonnes se mettent en marche. Pendant 5 mois, elles vont parcourir la Vendée de part en part. Leurs ordres sont explicites, brûler chaque maison, tuer chaque habitant, empoisonner les puits, abattre le bétail, couper les arbres fruitiers. Le général Grignon écrit dans un rapport « J'ai brûlé toutes les maisons et égorgé tous les habitants que j'ai trouvés. Je préfère exterminer que d'exposer mes soldats. » Le général Cordelier écrit « Nous ne faisons pas de prisonniers, il faudrait leur donner une bouchée de pain, et la pitié n'est pas révolutionnaire. » Les témoignages des survivants, recueillis des années plus tard, décrivent des scènes que l'on associe habituellement à d'autres génocides, ceux du XXe siècle. À l'Élux sur Boulogne, le 28 février 1794, la colonne du général Cordelier encercle le village. Les habitants se réfugient dans l'église. Les soldats enfoncent les portes et massacrent tout le monde à l'intérieur. 563 personnes, selon le décompte du curé survivant. Parmi elles, 110 enfants de moins de 7 ans. Le registre paroissial conserve leurs noms. On peut les lire aujourd'hui. À Chanzeau, les soldats rassemblent les femmes dans un champ et les fusillent en ligne. À Montournai, on jette des enfants vivants dans des fours à pain allumés. À Clisson, la tannerie transforme des peaux humaines en cuir. Ce n'est pas une légende. Le musée de l'histoire de Nantes conserve encore aujourd'hui des objets en peau humaine datés de cette période. Le conventionnel Saint-Just lui-même recevra une culotte taillée dans de la peau de Vendéen, envoyée comme trophée. Il faut s'arrêter un instant sur les chiffres. Avant la guerre, le territoire concerné comptait environ 800 000 habitants. Les estimations du nombre de morts varient selon les historiens. Reynald Sécher, qui a consacré sa thèse de doctorat à la question en 1985 sous la direction de l'historien Jean Meyer à la Sorbonne, avance le chiffre de 117 000 à 170 000 morts pour le seul territoire de la Vendée militaire. D'autres historiens, comme Jacques Hussenet dans une étude collective publiée en 2007, estiment le total entre 170 000 et 300 000 morts si l'on inclut les territoires adjacents touchés par les colonnes infernales et les deux camps confondus. Dans certaines communes, la population a été réduite de moitié. Dans d'autres, il ne reste personne. Voici maintenant la partie de l'histoire que l'on veut encore moins raconter. En 2007, un député français propose une loi pour reconnaître les massacres de Vendée comme un génocide. La proposition est rejetée. En 2012, une nouvelle proposition est déposée, rejetée à nouveau. En 2018, encore une tentative. Même résultat. À chaque fois, l'argument est le même. Utiliser le mot génocide pour la Vendée reviendrait à salir la Révolution française.
Et salir la Révolution, c'est salir le mythe fondateur de la République. Reynald Secher, l'historien qui a le premier utilisé le terme de génocide dans un cadre universitaire pour décrire les événements de Vendée, a vu sa carrière brisée. Après la publication de sa thèse en 1985, il a été ostracisé par une partie du monde académique. On lui a refusé des postes. On a tenté de discréditer ses sources. Non pas parce que ses chiffres étaient faux, mais parce que ses conclusions étaient politiquement insupportables. Comment admettre que la République des droits de l'homme, avant même Napoléon, avant même la Restauration, a commis sur son propre sol, contre ses propres citoyens, des actes qui répondent point par point à la définition juridique du génocide établie par les Nations Unies en 1948. Destruction délibérée, totale ou partielle, d'un groupe en tant que tel. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Les décrets de la Convention ne visaient pas des combattants, ils visaient une population. Le critère n'était pas militaire, il était géographique. Être vendéen suffisait. Hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons. Le plan de Turreau ne prévoyait pas de distinction. Les rapports de ces généraux confirment qu'aucune n'a été faite. Aujourd'hui, si vous allez en Vendée, vous trouverez un mémorial au Luc-sur-Boulogne. Il a été inauguré en 1993, 200 ans après les faits. 200 ans. Sur ces murs sont gravés les noms des 563 victimes du massacre de l'église. En face, un chemin de la mémoire serpente dans le bocage. Il est modeste, il n'y a pas de quart de touristes, il n'y a pas de programmes scolaires obligatoires qui y emmènent les élèves. La plupart des Français ignorent son existence. À Paris, au Panthéon, reposent les héros de la République. Parmi eux, Lazare Carnot, membre du comité de salut public, celui-là même qui a validé l'envoi des colonnes infernales. Il est honoré comme l'organisateur de la victoire. Personne n'a jamais proposé de retirer son nom. Quand la France juge les crimes des autres nations, elle le fait avec une autorité morale qu'elle tire de 1789. Elle a raison de défendre les droits de l'homme. Mais il y a quelque chose de profondément troublant dans le refus d'appliquer à sa propre histoire les standards qu'elle exige du reste du monde. 300 000 morts, des lettres de généraux qui se vantent d'écraser des enfants, des décrets officiels ordonnant l'extermination, des peaux humaines tannées comme du cuir, et en face, 2 lignes dans les manuels scolaires, un mémorial que personne ne visite, des propositions de loi rejetées les unes après les autres. La Vendée n'a pas été oubliée, la Vendée a été effacée. Et la différence entre les deux, c'est que l'oubli est un accident, l'effacement est un choix.